messieurs les hauts responsables de l'université d'Ankassou, mesdames et messieurs les enseignants, chers collègues, chers amis étudiants. Je ne sais pas pourquoi je dois encore prendre la parole cet après-midi. Je crois que les orateurs qui m'ont précédé, les orateurs et oratrices qui m'ont précédé ont tout dit, ça, il faut le dire. Hein. Ils ont parlé de la croissance qui n'est pas inclusive, de l'injustice, de la violation des droits des femmes, la violation des droits des enfants, du développement qui n'est pas durable, du commerce qui n'est pas équitable, des consommateurs qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas vigilants. Tout ça, ce sont les droits de l'homme. Donc du coup, comme j'ai été invité, je vais quand même dire quelque chose. Hein. Mais je vais suivre ce que les orateurs et les oratrices qui m'ont précédé ont balisé. Je vais suivre le chemin qu'ils ont balisé tout à l'heure. 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DEDH. 70 ans, dont nous étions le 10 décembre 1948 exactement, au Palais Chaillot à Paris. 50 États ont réuni en Assemblée générale, délocalisés. Hein. Normalement, le Sénat Nations Unies était à New York, on s'est retrouvé à Paris, dans le cas d'espèce, pour adopter un test fondateur. Je vais rapidement vous dire un peu d'histoire en quelques minutes concernant ce test-là, un peu d'histoire, vous dire comment on en est arrivé, vous présenter un peu la structure de ce test-là, ce test fondateur-là, et là vous allez vous retrouver avec les différents droits qui ont été invoqués ici, la question de l'injustice, la question de la discrimination, des inégalités, voilà, la question de l'équité, tous ces principes-là, vous allez les retrouver dans la structuration que je vais présenter. Dans une troisième partie, je vais vous montrer un peu la valeur même de ce test fondateur-là, 70 ans après. Et on va rentrer tous ensemble dans les défis, ce qu'il nous reste à faire, afin qu'au cours des 70 prochaines années, le monde soit plus sûr, que les peuples de ce monde vivent à l'abri de la pauvreté, à l'abri du besoin, à l'abri de la peur et très loin de toutes les formes de discrimination. Le 10 décembre 1948, disais-je, nous sommes en pleine, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et on est en pleine guerre froide. Le monde est divisé en deux blocs, on a le bloc capitaliste, le bloc socialiste. Mais quand même, certains États décident de construire ensemble un socle commun sur lequel on va bâtir le monde que nous voulons. Un monde où les peuples, les citoyennes et les citoyens sont à l'abri de la peur, parce qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Un monde dans lequel les peuples sont à l'abri du besoin. Pas de pauvreté, pauvreté zéro, zéro pauvreté, élimination de la pauvreté. Vous voyez, depuis 1948, on s'est engagé à cela. Mais on est déjà 70 ans après, la pauvreté n'est pas encore complètement éliminée. Et on espère encore qu'on va l'éliminer en 2030. On espère. Troisième objectif, construire un monde dans lequel les peuples vivront sans discrimination. On ne pourra plus, comme l'a dit si bien notre ami Oumar tout à l'heure là, donc ça veut dire qu'on ne va pas dire tel vient de la côte, tel vient du centre, pas de discrimination. Pas de discrimination fondée sur les origines sociales, sur les origines culturelles, sur l'appartenance politique, sur la couleur de la peau, sur la qualité des cheveux, sur la couleur des yeux. Non. Voilà le monde dont revers les pères fondateurs. Je vais dire ici, naturellement, les deux principaux rédacteurs de ce texte-là. Je pense à Madame Eleanor Roosevelt, qui était la veuve du président Franklin Delano Roosevelt des États-Unis, et de Monsieur René Cassin. Vous avez entendu parler de René Cassin, l'Institut des droits de l'homme de Strasbourg. Ils font partie des 18 membres de la Commission des droits de l'homme qui a été mise en place en 1946 et qui a élaboré en moins de 2 ans, de septembre 1946 en décembre de 1948, ce test de 30 articles-là. Ce test-là, 30 articles, qui sont repartis en 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est tout ce que nous appelons les droits civils et politiques. C'est ça. Autrement dit, les nourritures de l'esprit, ce dont nous avons besoin en tant qu'esprit pour vivre dans ce monde. À l'abri de la peur, à l'abri du besoin et loin de toute forme de discrimination. Donc la liberté de penser,
la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté d'expression. Voilà les droits civils et politiques. Ça, c'est les articles 1er, c'est là, 1er jusqu'à 21. L'article 1er, hein, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. L'article 21, le droit à la participation. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants. Donc la démocratie, le principe de la participation. Et beaucoup d'entre vous vont exercer ce principe de la participation le 7 novembre prochain. Vous avez les cartes d'électeurs, non? Vous êtes inscrits. Mais vous êtes engagé tout à l'heure pour le changement durable. Si vous n'avez pas de cartes d'électeurs, vous allez changer durablement comment? C'est ça le problème. Les gouvernants ont l'obligation de construire un monde meilleur pour vous. S'ils n'arrivent pas à construire un monde meilleur pour vous, vous en tant que citoyen, vous avez la carte d'électeur de sanctionner ce gouvernement qui ne peut pas construire un monde meilleur pour vous. C'est pas clair? Vous avez été engagé tout à l'heure pour le changement durable. Voilà donc la déclaration des droits de l'homme qui vous donne l'occasion de l'invoquer pour exiger le changement durable en tant que titulaire de droit que vous êtes. Le deuxième pilier, les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est tout ce dont a parlé ma collègue Madame Ouderichia. Voilà. Ça, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit au logement. Hein? Il y a des richesses. Les richesses sont là. Mais les richesses ne sont pas au service des citoyens. Il y a la croissance, mais la croissance ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. La croissance ne se ressent pas à l'université, par exemple, en termes d'infrastructures, pour renforcer ou améliorer votre droit à l'éducation. En termes de quality education, une éducation de qualité. Voilà, il faut que la croissance soit inclusive. Voilà les droits de l'homme. Et en ce moment, ce n'est pas une faveur pour un État de le faire pour vous. C'est une obligation. Parce que l'État a des obligations. On va le voir tout à l'heure dans la troisième partie. Le troisième pilier de cette déclaration, de ce texte-là de 30 articles, les articles 27, 28, 29, 30. Tout à l'heure, mon collègue, le dernier orateur, la dernière oratrice a parlé que Madagascar, Tana fait partie des villes les plus... bon, je ne sais pas, je ne veux pas prononcer le mot, au monde, voilà. Donc, c'est la question de la protection de l'environnement. Donc, tous les droits de la troisième génération, les droits de solidarité, le droit à un environnement sain, le droit à la paix, le droit à la sécurité, c'est important. S'il n'y a pas un environnement sain, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Voilà. Vous voyez, la déclaration universelle des droits de l'homme, les 30 articles ont été adoptés pour, je le rappelle, je vais jamais cesser de le rappeler, pour réaliser trois rêves. Trois rêves, I have a dream, pour parler comme le pasteur Martin Luther King. Le premier rêve de ceux qui ont écrit cela il y a 70 ans, de créer les conditions pour que les peuples du monde vivent à l'abri de la peur. Que ces peuples du monde vivent à l'abri du besoin. Donc qu'ils n'aient pas faim, qu'ils soient loin de la pauvreté, qu'ils aient accès à l'éducation, à la santé. Et le troisième objectif, c'est que les peuples du monde soient à l'abri de toute forme de discrimination. Et cela dit, les valeurs qui transparaissent naturellement dans la structuration, dans les trois piliers que j'ai présentés tout à l'heure là, la première valeur, le premier principe, si on peut le dire ainsi, c'est le principe de l'égalité. Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en droit et en dignité. C'est important. C'est pour ça que quand il a dit de se lever là, quand on s'est levé tous, on n'a pas regardé le président de l'université ou l'enseignant, tout le monde s'est levé pour affirmer notre égalité, notre engagement commun. Deuxième principe, la non-discrimination. C'est au cœur même des droits de l'homme. C'est la pierre angulaire de l'architecture nationale, internationale de protection des droits humains. La non-discrimination. Là où il y a la discrimination,
il y a les conflits. Je répète, là où il y a la discrimination, il y a les conflits. Et s'il y a les conflits, il y a encore une violation des droits de l'homme. Un autre pilier important, la participation. C'est pour ça que je salue les organisateurs, hein, mes collègues du PNUD, le système des Nations Unies en général, qui vous a conviés. Vous les jeunes, ce n'est pas par hasard qu'on est dans le milieu jeune à l'université. C'est pour parler aux jeunes. Les jeunes, vous avez le droit à la participation. Une participation qualitative, quantitative et effective. C'est important. Sans les jeunes, on n'ira pas loin. C'est pour ça que après 70 ans, les 70 prochaines années, c'est vous. Donc vous avez des droits. Vous devez exiger que si, au cours des 70 premières années, on n'a pas réussi à créer un monde où vous vivez à l'abri de la peur, à l'abri du besoin et loin des discriminations, que les 70 prochaines années au moins soient meilleures que les 70 premières années. C'est votre exigence à l'État, aux gouvernants. C'est important. Ce n'est pas une faveur, c'est des droits. Pour vous, c'est des droits en tant que titulaire de droits, mais pour les gouvernants, ce sont des obligations. Les droits de l'homme sont indissociables. Je ne sais pas si j'ai parlé des 3 piliers là. Je l'ai dit non, on a seulement besoin du droit à la santé, on n'a pas besoin du droit à la liberté d'expression. Non, on a besoin de tout cela. Les droits de l'homme sont indissociables, interdépendants. Ça peut être comme le corps et l'esprit qui forment l'homme. Un homme ou une femme, c'est le corps et l'esprit. On a besoin de nourriture spirituelle et de nourriture du corps. Quand le corps a faim, il doit manger. Il faut mettre le corps à l'abri, mais il faut aussi mettre l'esprit à l'abri. Donc nous avons aussi le caractère universel. Il n'y a pas les droits de l'homme de Bessileo, le droit de l'homme d'Amen, le droit de l'homme de Sakala. Les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du monde entier. Il n'y a pas un droit de l'homme pour les citoyens, un pour les Chinois, un autre pour les Australiens, un autre pour les Malgaches, un autre pour les Vietnamiens. Non, les droits de l'homme pour tout le monde. C'est pour ça que le Haut Commissariat s'est engagé à promouvoir et protéger les droits de l'homme, tous les droits de tous les êtres humains. 70 ans après maintenant, ça c'est le moment maintenant d'en parler. Hein. J'espère que j'ai encore au moins 3 minutes pour en parler, c'est l'essentiel même. Voilà. Le bilan maintenant, le bilan et les défis. Je pose la question initiale, les 3 questions initiales. La question initiale, voilà. Est-ce que l'idéal qui est en 3 volets, mettre les peuples du monde à l'abri du besoin, mettre les peuples du monde à l'abri de la peur, mettre les peuples du monde à l'abri de toutes les formes de discrimination, est-ce que cet idéal a été réalisé quand vous faites le bilan? Ne vous faites pas seulement le bilan de 70 ans, faites le bilan de 58 ans d'indépendance de Madagascar. C'est à vous de voir, vous-même juger. Mais ce que je sais, c'est que quand je fais le bilan, je constate quand même qu'au niveau de Madagascar, et même au niveau mondial, la DUDH, c'est le test le plus traduit au monde. Vous pensez que c'est la Bible? Non, ce n'est pas la Bible le test le plus traduit, encore moins le Coran. Hein. C'est la DUDH, la Déclaration des droits de l'homme, le test le plus traduit. On l'a traduit en malgache. Hein. Je vais vous donner la version malgache tout à l'heure. C'est là. Vous l'aurez. Et vous pouvez le trouver aussi au centre de ressources des droits de l'homme, la faculté de droit, chez le professeur Madame Louva et Madame Farafine. Vous pouvez le trouver là-bas. C'est aussi le texte le plus lu au monde. C'est le texte qu'on invoque le plus. Et même quand vous voyez les préambules de 95% des États du monde, dont la 193 États des Nations Unies, quand vous voyez 95% de ces États-là, dans leur préambule, c'est bien écrit là, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ils ont foi en cette déclaration. Ça, c'est fondamental. C'est également un espoir pour tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui ont soif de justice, soif de paix, tous ceux qui veulent un commerce équitable, tous ceux qui veulent... Bon, responsabilité sociale des entreprises, bon, moi je n'aime pas trop dire ça. Hein? Ce n'est pas une responsabilité sociale, c'est des droits. Les entreprises ont des obligations. Hein? Il y a 31 principes
des droits de l'homme dans le monde des affaires. Elles doivent respecter ces droits-là, les entreprises, elles doivent protéger ces droits, et si ces droits ne sont pas respectés ou protégés, elles doivent corriger, créer les conditions pour que ces droits-là, pour que les victimes aient accès à la réparation ou à toute forme de compensation. C'est l'instrument contre la tyrannie, la dictature. Les droits de l'homme, c'est ça. Oui, ça c'est fondamental. En tout cas, c'est le socle de la construction d'un monde plus juste, plus sûr, débarrassé de la pauvreté, débarrassé de la haine. Et c'est pour ça que j'ai la foi et la conviction personnelle que, et je vais citer en ce moment-là le pasteur Martin Luther King encore, qui est arrivé aussi, qui rêvait. Si nous autres, qui avons le privilège de vivre cela, peut-être 70 ans après, si nous n'arrivons pas à vivre tous ensemble comme des frères et des sœurs, ça veut dire quoi? Comme Oumar l'a dit, on doit se saluer, s'embrasser, hein, ne pas faire autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse à soi-même. Nous allons tous mourir comme des idiots, dans la pauvreté, avec toutes les discriminations qu'on connaît là, et dans la peur. Donc nous avons tous intérêt à nous serrer les coudes pour construire un monde meilleur pour les 70 prochaines années. C'est pour ça que je vous exhorte en tant qu'étudiant, ça c'est pour terminer, pour clôturer, hein, d'être des ambassadeurs et ambassadrices des droits de l'homme. D'abord ici dans les amphis, dans les restaurants, dans vos familles, dans les Fukunta, dans les régions, partout vous serez. C'est ainsi que on pourra vivre ensemble comme des frères. Sinon, mourir ensemble comme des idiots. Merci.